Bien, bonjour mes chers amis. Un voyage, comme vous savez, les vacances, ce n'est pas simplement pour faire trempette, pour se bronzer à la plage. C'est aussi soit l'occasion de se cultiver un petit peu, les gars. Ça permet de voir ce que les autres savent faire et voir comment on peut s'en inspirer. Et je pense que beaucoup de dirigeants de la noirie non, pas souvent visiter un certain nombre de choses quand ils sont en vacances. Donc, tout à l'heure, on va visiter le musée du lac, qui va retracer l'histoire de ce lac, qui est un lac artificiel qui a été construit pour deux raisons. Pour réguler les débits d'eau dans la zone en période d'été, parce qu'ici, on avait des problèmes de sécheresse pendant l'été. Pourtant, on avait des rivières qui avaient des bonnes quantités d'eau, hein, qui produisaient assez d'eau en hiver, mais en été, ils étaient complètement tout asséchés puisque les neiges avaient fondu. Et donc, ce barrage a été justement créé d'abord pour réguler cette quantité d'eau-là, et ensuite aussi pour produire de l'électricité. Donc ce barrage produit exactement la même quantité d'électricité que le barrage de Son Loulou au Cameroun, hein. Donc je crois qu'on est sur du 380 mégawatts. Au Cameroun, je crois que Son Loulou c'est 375, hein. J'avais visité Son Loulou en 2000, j'ai visité Son Loulou en 2000, 14. Je crois que eux ils produisaient 374 mégas. Donc ici, on est sur du 380 mégas. Donc on est à peu près sur des installations assez équivalentes. Mais pour vous dire, c'est du peanut, hein. Pour comparer à côté, c'est la production d'un tiers d'un réacteur nucléaire. Donc la France en a 58. Donc c'est pour vous dire quand même que bon, voilà, cette production n'est pas négligeable. En hiver, ça aide. Quand il y a beaucoup de neige qui fondent et il y a beaucoup d'eau qui descendent, eh ben, on a une production d'électricité qui a 380 mégawatts qui permet de chauffer pas mal de foyers dans la région. Voilà. Et donc tout à l'heure, on va regarder l'histoire de ce musée, donc de ce lac. Ça a été construit sur un village, hein. Donc il y a plusieurs villages ont été engloutis pour pouvoir faire ce barrage, quoi. Voilà. Donc moi, je vous montre à vous. Voilà, voilà. Et ensuite, entre autres, ce lac aussi sert d'endroit touristique. C'est dessus que je faisais du jet ski hier. Et demain, je vais louer un bateau dessus pour me balader un peu comme vous voyez les gens qui se baladent là. Il n'y avait pas de bateau puissant disponible. Quand j'ai voulu louer le bateau hier, le seul bateau disponible il faisait 80 kilowatts, pardon. 80 kilowatts, c'est pas terrible. Pour un procureur qui se respecte comme moi, il faut au moins du 150. Donc, j'ai préféré attendre demain et avoir un bateau puissant que de prendre un bateau de 80 kilowatts. Voilà. Donc, tout ça, c'est du lac, hein. Donc, on a vraiment une sorte de canal là qui fait 250 kilomètres, pardon, qui part d'ici jusqu'à l'étang de Berre. Donc, l'étang de Berre, c'est aux environs de Marseille. Et ça permet d'alimenter toutes les communes de la zone en eau potable. C'est-à-dire que parce que ce lac, il a aussi une mission à la fois de produire de l'électricité, mais aussi de réguler la demande en eau de toutes les communes qui sont en aval. Donc on a un canal qui fait 250 kilomètres qui va jusqu'à Marseille, puis c'est l'étang de Berce aux environs de Marseille, qui va jusqu'à Marseille et qui distribue l'eau à toutes les communes. Voilà. Ainsi, par exemple, quand on est en été, ils vont essayer de vider le maximum du lac pour pouvoir comment dire, récupérer les pluies en automne. En automne, vous allez avoir les pluies qui vont arriver. Et ces pluies-là, il faudra aussi rapidement les évacuer parce que quand la neige va fondre au printemps, bah, il faudra laisser la place, sinon on va se retrouver en crue. Donc ici, il y a des niveaux qu'on appelle le niveau 780, c'est le niveau maximal en crue, hein. Donc on parle en termes de côte des lacs, hein. C'est une norme en fait. Donc on ne doit pas dépasser ces valeurs-là, on ne doit pas dépasser ces valeurs-là, quoi. Donc voilà. En tout cas, c'est quand même quelque chose qui permet, vous voyez, par exemple, quand vous voyez les problèmes qu'on a au niveau du lac de la Benoué, des installations comme ça auraient pu permettre d'éviter parfois qu'on ait des pertes en eau, puisqu'on a beaucoup d'eau douce qui sont produites. L'eau douce, c'est très rare sur Terre. Et donc, quand on sait qu'on peut en manquer en une certaine période, il vaut mieux créer des barrages pour bloquer. Donc, un barrage, ce n'est pas simplement pour produire l'électricité. Un barrage aussi, c'est ce qu'on appelle des retenues d'eau. Il y a des retenues d'eau qui servent simplement à garder des réserves. Ça évite parce que si on n'avait pas bloqué cette eau, elle serait dans la mer. Bah, une fois que l'eau rejoint la mer, c'est sale. Donc, c'est pas terrible, quoi. Donc, il vaut mieux l'avoir en eau douce. Ce qui fait que quand on sait qu'on peut en manquer, ce genre d'ouvrage peut être très intéressant et éviter justement des périodes de sécheresse où on manque de l'eau, où on a des petites coupures. Je pense que nos dirigeants, les dirigeants africains, ils gagneraient parfois quand ils font des voyages en Europe, de faire des voyages culturels, quoi. Parce que là, comme je vous ai souvent dit, moi, j'ai toujours une partie de voyage qui est détente et une partie qui est culture et apprendre. Donc si on sait parfois pas mal de choses, et c'est parfois quand vous faites ces visites-là que vous vous rendez compte du monde et du fossé qu'il y a entre la Noirie et l'Occident.
Vous vous rendez compte du fossé de malade qu'il y a quand vous regardez les ouvrages, regardez la colline qu'on a là, déjà construit les routes là jusqu'ici. On est à presque 1500, on est à presque 1500 mètres d'altitude. Madame, on est à combien d'altitude là, madame, ici? Parce que tout à l'heure dans la voiture, je voyais 1200, alors c'était plus bas, mais je sais pas ici. 1003, 1004, non? Ouais, voilà, en tout cas. Donc là, on est quand même assez haut là, par rapport au niveau de la mer. Et aller construire les routes qui longent toutes ces montagnes en pierre, je peux vous dire que ça représente un travail de titan. Et donc, pour les abrutis qui ont souvent l'habitude d'expliquer que c'est l'argent de la colonisation ou je ne sais pas trop quoi, on vous parle des routes qui ont été construites il y a presque 100 ans, quoi. Donc, quand on était tout juste au début de la mécanisation, ça a été construit parfois par des hommes parce que les machines n'étaient pas là. Par exemple, ce lac, il a été terminé en 1951. En 1959, pardon. Le barrage a été terminé en 1959. Et puis le lac, il a été complètement rempli en 1961. D'ailleurs, ils ont fêté le centenaire du lac il y a de cela 3 4 ans. Voilà, donc regardez comment les images sont magnifiques. Et aussi à côté de ça, le lac qui sert d'endroit touristique. Vous n'imaginez pas toute l'activité touristique qu'il y a dans ce lac. Formidable. Regardez les montagnes. Voilà, magnifique. Voilà, voilà, voilà. Donc, et je vous l'ouvre gratuitement. Donc, quand vous allez en vacances, choisissez souvent les destinations où vous pouvez apprendre, d'accord? Les vacances, c'est pas les vraies vacances, c'est pas d'aller dans un hôtel 5 étoiles à Dubaï et passer la journée là-bas dedans et sortir juste pour la piscine. Donc un voyage aussi sert aussi un peu, ça sert aussi à s'aérer le cerveau. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens ici. Regardez là le musée. Donc on va au musée. Il y a beaucoup de monde. Et ce musée va m'en dire plus. Parce qu'il y a des choses sur celles-là que je ne connais pas, que je vais apprendre grâce au musée. Donc je rejoins ma famille qui a déjà acheté les billets. Mais franchement, je suis toujours subjugué par ce lac, par cette zone. Donc il y a des lacs comme ça, il y en a un paquet. Hein, jusqu'à, je vous dis juste que c'est vraiment en forme d'escalier. Vous avez plusieurs comme ça qui descendent jusqu'au niveau de la mer. Voilà. Donc jusqu'au niveau de la mer, quand je dis niveau de la mer, aux environs de Marseille. Ici, on est dans les Hautes-Alpes. Donc ça commence dans les Hautes-Alpes, puis ça passe dans les Alpes de Haute-Provence. Ça descend au fur et à mesure, puis ça finit dans la région des Bouches-du-Rhône. Et puis voilà quoi. Donc comme je vous disais tout à l'heure, donc cette eau se jette à la mer Méditerranée, aux environs de Marseille, c'est la Durance. Je crois qu'il va rejoindre le Rhône plus bas. Et le Rhône se jette dans la mer Méditerranée. Voilà. Et le Rhône, ça balaie quand même la région Rhône-Alpes et tout ça. On n'a pas de problème d'eau là-bas normalement en été. Mais ici, on avait des problèmes d'eau. Et voilà, par exemple, une solution, quand on a des problèmes d'eau, c'est de créer des ouvrages de ce type. Il se trouve que ça me parle, parce que c'est mon métier. Hein. C'est de la mécanique de fluide et c'est de la thermodynamique. Ça, c'est mon job. Ça, c'est moi, ça. Donc, c'est des choses sur lesquelles on pourra apporter pas mal. Voilà. Donc, j'avais visité la centrale de EDA en 2014. Elle était un petit peu vétuste. Vétuste. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait améliorer, mais c'était déjà pas mal. Je pense qu'on pourrait faire des barrages sur pas mal d'eau. Et donc, s'assurer une sorte de réserve en pleine pour les périodes de saison sèche. Et donc pouvoir continuer à faire de l'agriculture. Parce que quand je vous dis qu'ils alimentent en bas en termes d'eau, c'est pas simplement l'eau pour le besoin d'aménage. Hein. C'est de l'agriculture également. Ce qui permet de préserver l'identité de la zone, le tissu. Voilà. Donc je vous fais voir ça d'ici. Ouais, les pentes ici sont raides. Hein. Et quand tu as trimballé 105 kilos sur une altitude de 30 mètres, tu lires un petit peu l'heure. Regardez comment c'est magnifique. Voilà. Donc je dois rejoindre des gens pour le musée. Je fais un petit tour. Je me place là, je fais une dernière petite photo, une dernière petite vidéo. Et ensuite, je rejoins ma famille qui est déjà à l'intérieur du musée. Voilà. Voilà. Donc, quand vous avez l'habitude de voyager dans ce pays et visiter des endroits comme ça, quand vous écoutez un panafricain, vous avez envie de le gifler. Parce qu'en fait, vous savez, quand on reste à Paris, dans les HLM, à Marcadet, à Château-Rouge, on ne connaît que très peu l'écart qu'il y a entre l'Occident et la Noirie. Je suis là, j'arrive. Ça a commencé? Ça a commencé? Ok. Donc, comment dire?
quand on ne vit que dans ces endroits-là, on mesure très peu l'écart parce que notamment on est entouré très souvent par des personnes qui pensent comme nous, qui sont aussi villageois, qui sont aussi débiles et aussi incultes. Et on ne rencontre pas les vrais gens. Quand je dis les vrais gens, je crois que là, c'est pas de la caricature. Quand je dis les vrais gens, les vraies personnes qui ont réellement de la connaissance, qui ont de l'expérience, qui ont bourlingué un petit peu, on ne rencontre pas ce type d'individus. Et donc, on a une sorte d'entre-soi qui nous maintient dans une certaine médiocrité. Et au final, on finit par croire à un certain nombre de choses et on finit par prendre ces choses à pour vrai. Mes chers amis, allez souvent visiter les musées. Vous allez visiter certains musées ici, vous allez comprendre que même déjà au XIVe siècle, en termes d'agriculture, ils étaient plus avancés que nous. C'est le jour-là que j'ai compris que le noir est maudit. Je suis désolé de vous le dire. Hein. Le jour où j'ai compris ça, c'est quand j'ai visité un musée dans l'Ariège, en 2015, vacances de 2015. Je voyais les techniques d'agriculture de 1640, donc à l'époque des Isaac Newton, hein, parce que Descartes c'est 1650, pardon. Voilà, donc 1650, oui, l'époque de Descartes et Newton. Donc c'est quand j'ai visité ça que j'ai mesuré le retard que nous avons. C'est-à-dire qu'on n'est même pas déjà chez nous en termes d'agriculture, là où ils étaient il y a 5 siècles. Et donc, vous entendez des gens qui bavardent, qui ouvrent leur gueule. Je ne vous parle même pas des techniques, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut même pas comparer. C'est un monde, quoi. Les mecs qui nourrissent quasiment l'Europe. Hein, donc, l'agriculture d'ici nourrit quasiment le reste du monde. Toute la farine du pain tout le pain qui est fabriqué en Noirie, la farine vient de là. Donc, vous imaginez que quand vous achetez le pain à Harare, à Nairobi, au Caire, tout le blé est fabriqué en Europe. Donc, vous imaginez avec des techniques d'agriculture de ce type. Mais nous, on est encore quoi? On est encore là-haut à l'époque. Alors je vous dis, 1615, ils avaient plus de haut à l'épaule, les mecs. Ils utilisaient autre chose. Allez souvent visiter les musées. Je vous dis, vous allez mesurer l'écart. Et ça, c'est avant que la colonisation n'arrive, hein, pour votre information. Et l'esclavage n'a jamais été pratiqué sur le sol, puisque l'esclavage est interdit en Europe depuis 1200, hein, depuis 1228, je crois, un truc comme ça. C'est-à-dire que quand on a lancé l'esclavage, c'était pour aller construire l'Amérique. C'était pas pour l'Europe. Il n'y a pas eu d'esclavage noir en Europe. Il n'y a pas eu, puisque c'est interdit depuis 1200. Donc vous n'avez pas dit que c'est l'esclavage qui a développé l'Europe, vous pouvez dire que ça a développé l'Amérique, ça je peux encore comprendre, même si c'est débile, c'est les cerveaux qui ont développé l'Amérique, mais vous pouvez le dire encore, il y a quand même un fond de sens. Mais dire que l'esclavage a développé l'Europe, c'est débile. Quand vous regardez tous les ouvrages, là, les Vauban qu'on a visités ici, là, c'est construit avant la colonisation, bande d'abrutis. Donc c'est pour ça que je vous dis parfois qu'on est très dur. C'est bon? Ok, je vais. Donc, c'est pour ça que je dis souvent que, les gars, je vous laisse. Je m'en vais visiter le musée. Ça commence à 10h30 pile poil, sinon je me fais arracher les couilles par ma femme. Bisous.